Bonsoir à tous et à toutes. Merci Cédric des amis d'être parmi nous pour cette première au niveau de l'université, puisque nous lançons donc le grand taux de Sciences Po. Nous sommes tout à fait fiers et heureux que vous soyez le premier invité à ce débat avec nos jeunes étudiants. Donc merci à M. Ferrier d'organiser, d'orchestrer cet événement. Je crois qu'il va se dérouler une fois tous les 15 jours. Tous les 15 jours à partir de janvier. Voilà, donc il faut avoir le souffle long. Je ne sais pas si je pourrais être là tous les 15 jours, mais en tous les cas, moi je suis très heureux d'être parmi vous pour cette première. Un grand merci à nos étudiants. J'ai déjà eu l'occasion de les voir dans des conférences et toujours été interpellé par la qualité des questions. J'espère que ce sera la même chose aujourd'hui, et par la pertinence également des questions. Et je remercie l'assistance. Je vois qu'il y a pas mal de collègues et pas mal de nos étudiants qui sont là. Je pense qu'il n'y a pas que des étudiants de Sciences Po, mais la salle est comble et pour une première, c'est extraordinaire. Merci, M. le Président, aussi d'être parmi nous aujourd'hui. C'est sympathique. Voilà, donc sans trop tarder, je voulais souhaiter la bienvenue à notre invité et vous donner la parole pour ouvrir les débats. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le Président, chers amis, chers collègues, chers étudiants. C'est le début d'une formule que nous voulions organiser depuis longtemps, parce que Sciences Po, ce n'est pas simplement un lieu d'enseignement, c'est aussi un lieu de débat, c'est un lieu de réflexion sur la politique, et c'est un lieu où l'on doit pouvoir poser des questions, où l'on doit pouvoir discuter de ce qui se passe au Maroc, mais également dans le monde. C'est le début d'une formule. Nous voulons cette formule interactive entre des enseignants de Sciences Po, des étudiants de Sciences Po et des étudiants d'autres pôles, bien évidemment. Nous sommes très heureux de commencer par Driss El Ghazami, parce que nous aimons beaucoup le travail qu'il fait et la personne qu'il est. Nous sommes donc très fiers de le recevoir pour inaugurer cette formule. Comment est-ce que les choses vont se passer? Eh bien, selon la tradition de Sciences Po, il y a un étudiant qui va penser devant nous, et nous allons être 4 membres du jury à lui poser des questions sur un certain nombre de choses. Dans un premier temps, sur sa carrière, ensuite sur le CNEDH, sur l'activité du CNEDH, et après sur les questions d'actualité. Mais pour modérer notre méchanceté de membres du jury, nous avons parmi nous un journaliste, Rachid Alaoui, qui sera le modérateur nécessaire de nos débats et à qui je laisse dès à présent la parole. Animateur n'a pas le mot, hein. Et non, pas le mot. C'est ce rôle-là. En tout cas, bonsoir à toutes et à tous. Et donc, on va démarrer sans plus tarder. Vous êtes Driss El Ghazami sur. Est-ce que vous êtes pour parler de vous? Pour parler de vous. Vous qui êtes Driss El Ghazami sur parcours. Différentes trajectoires aussi. Je voudrais un petit peu de savoir d'avoir un maximum d'informations sur vous, Driss El Ghazami. Bonsoir à tous et à tous, et merci de cette invitation et cet honneur d'inaugurer ce cycle du mentorat de Sciences Po. Et mille excuses pour le retard. J'avais averti que j'aurais un quart d'heure de retard, j'ai eu plus d'un quart d'heure, et j'en suis désolé. Vraiment, je vous présente mes excuses. Écoutez, très rapidement, parce que c'est un peu. J'ai déjà maintenant 63 ans, donc je ne vais pas raconter toute ma vie, ça serait un peu long. Très rapidement, moi, je fais partie d'une génération de Marocains qui a bénéficié, disons, du souffle qu'il y a eu après l'indépendance. C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle je suis très heureux d'être ici et que je suis avec beaucoup d'intérêt et d'admiration le parcours de l'Université internationale de Rabat. Je fais partie de la génération des Marocains qui ont pu se scolariser après l'indépendance. Bon, pour des jeunes, cela ne signifie pas grand-chose. Il faut simplement savoir qu'au lendemain de l'indépendance, il y a eu un véritable élan populaire pour l'école publique. Et moi, je fais partie de cette génération parce que je suis rentré à l'école primaire, je suis une native de 52, donc je suis rentré vers 58 ou 59. Et pour m'inscrire ainsi que mon frère, mes parents à l'époque étaient pauvres, bien évidemment, avaient fait la queue 3 jours et 3 nuits pour nous inscrire à l'école primaire. Et le père faisait la queue la nuit, et il rentrait, il passait la journée à travailler, il rentrait, il mangeait à la maison, puis il venait faire la queue. Et donc, mon premier souvenir, moi, c'est avec mon frère, Larmon, qui est décédé depuis, en train de jouer devant ma mère, qui faisait la queue la journée. Donc, c'est cette génération qui a fait de l'école
qu'il y avait, même si les parents étaient analphabètes, il y avait cet attachement à l'école publique et cet espoir dans l'école publique. C'est comme ça. Donc j'ai fait ma scolarité à Fès et j'ai eu une bourse. Je suis parti en France dans les années 70. Alors là aussi, pour les jeunes, cela ne signifie pas grand-chose, mais vous voyez, vous découvrez ça dans les livres. C'était la période où il y avait tout au niveau international un grand mouvement de révolte de la jeunesse. En France, c'était les événements de 68. Et donc j'ai bénéficié un peu, j'ai vécu dans la France de l'après mai 68, en commençant très rapidement, je devais faire des études d'école de commerce, école supérieure de commerce, et en faisant très rapidement, en militant beaucoup avec les travailleurs immigrés, ce qu'on appelait à l'époque les travailleurs immigrés, donc notamment par exemple en organisant des grèves de la faim pour la régularisation des immigrés. Déjà à cette époque-là? C'est 74, la première grève de la faim des sans-papiers, comme on disait à l'époque en France, et après il y en a eu partout en Europe. Et en défendant donc les droits des immigrés qui n'avaient pas, à l'époque, ils n'avaient pas le droit d'association, etc. Cela m'a valu en 75 une expulsion pour atteinte à l'ordre public, donc j'ai été expulsé par la police française, arrêté ici. À l'époque, c'était les années très dures au Maroc, de violation des droits de l'homme, et puisqu'on était arrêté en dehors de la loi, on n'était pas arrêté pour être mis assez souvent, on était ce qu'on appelait des disparus. Donc moi j'ai séjourné ici dans une prison secrète qui encore dans les vestiges existe encore à Rabat. Je suis reparti, j'ai été libéré, je suis reparti en France et j'étais exilé politique de 1977 à 1995, sans pouvoir rentrer au Maroc. Durant ces années, j'ai travaillé dans la presse, puis après dans l'histoire de l'immigration. Et aussi en travaillant sur les droits de l'homme au Maroc. Et donc j'ai commencé à revenir au Maroc à partir de 1995. Et je suis rentré définitivement au Maroc en 2004, lorsque nous avons mis en place l'instance Équité et Réconciliation, qui était une commission pour travailler sur les violations graves des droits de l'homme entre 1956 et 1999, essayer de comprendre pourquoi on a eu ces violations graves des droits de l'homme, en tirer des leçons et essayer de garantir la non-répétition. L'idée c'était de dire il faut faire la vérité sur ce qui s'est passé comme violation grave des droits de l'homme, essayer d'avoir des programmes de réparation en direction des victimes et essayer de tirer des leçons de ce que nous avons vécu comme nation et pour garantir la non-répétition. Merci, mais est-ce que dans toute votre trajectoire, tout ce parcours, il y a quelque chose qui vous a marqué? Marqueur, exilé politique, c'était aussi parce qu'il y avait une idéologie chez Driss Yazani, l'extrême gauche, l'après 68. Est-ce que c'est ça aussi qui vous a conduit progressivement à prendre des responsabilités et puis à être aujourd'hui le président du CPH? Voilà, est-ce qu'il y a un marqueur précis dans... Non, vraiment le tournant de ma vie, bien évidemment, entre 18 et 22 ans, j'étais ce qu'on appelle quelqu'un de l'extrême gauche, mais assez rapidement, je pense que dans mon parcours personnel, c'est jamais facile de parler de soi, c'est distingué par rapport à d'autres exilés marocains par l'investissement dans le monde des droits de l'homme. On travaille avec Amnesty International en faisant un certain nombre d'activités sur les droits de l'homme au Maroc. Et très rapidement, je suis rentré, disons, j'ai pas milité en France ou en Europe dans les organisations de Marocains. Très rapidement, je suis allé à la Ligue française des droits de l'homme, donc je suis devenu assez rapidement vice-président. Et je suis rentré dans la Fédération internationale des droits de l'homme, dont je suis devenu secrétaire général. J'ai participé à la création d'un réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme. Et donc très rapidement, j'ai quitté, disons, les cercles marocains, qui étaient en Europe, et j'ai plus travaillé avec des Français et des Européens. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai participé, par exemple, à la création du premier musée de l'histoire de l'immigration qui existe aujourd'hui à Paris. J'espère que vous pourrez visiter, qui est à la Porte d'Oreille. Très bien. Nathan, une question pour interpeller ses amis un petit peu sur son parcours, ses différents allers-retours entre la France et le Maroc, avec toujours ce sens de l'engagement sur le terrain des droits de l'homme. Moi, si j'ai une question, c'est plutôt comment vous avez vécu le fait de passer de l'autre côté, on va dire, de passer du militantisme à être intégré officiellement. Écoutez, je sais que c'est une question qui se pose assez souvent. Il y a beaucoup d'articles depuis maintenant 10 ans que je suis rentré au Maroc qui me posent cette question. Je voudrais rappeler quelque chose, si vous voulez, c'est que, et je pense que vous avez déjà commencé à travailler là-dessus à Sciences Po, j'imagine, avec vos
vos professeurs, c'est comment le droit international des droits de l'homme s'est développé. Si vous voulez, bon, il y a eu toute une histoire, mais disons, l'accélérateur du mouvement des droits de l'homme, c'est à partir de 1948, avec l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui vient au lendemain d'un grand moment de l'histoire de l'humanité, qui est la Deuxième Guerre mondiale, avec tous les crimes qui ont eu lieu, notamment le génocide des Juifs, des Roms, etc. Et donc, l'humanité prend conscience qu'il faut un texte, disons, pour vivre ensemble sur la Terre et éviter que de tels crimes ne se reproduisent. D'où l'adoption de la déclaration de 1948. Entre parenthèses, parmi l'équipe, la trentaine de personnes qui écrivent ce texte sous la supervision de René Cassin, qui est un grand militant français, il y avait déjà un Libanais et un Égyptien. Souvent, on oublie que, comme si c'était quelque chose qui venait de l'extérieur dans notre culture et dans notre région. Et à partir de 1948, il y a eu progressivement l'adoption de nouveaux textes en matière des droits de l'homme. Il y a encore aujourd'hui des discussions pour adopter de nouveaux textes en matière des droits de l'homme, de nouveaux traités internationaux. Chaque fois que le droit international des droits de l'homme a pu avancer, c'est parce qu'il y a eu trois acteurs qui se sont rencontrés. D'une part, les gouvernements. Deuxièmement, les experts, notamment les juristes, et aussi les ONG, les organisations non gouvernementales. Donc, dans la philosophie des droits de l'homme, travailler avec l'État n'est pas une rupture parce que si on veut que les droits de l'homme avancent, il faut que ce sont les gouvernements qui signent les traités internationaux, qui s'engagent à les mettre en œuvre. Et donc, si on travaille donc avec un gouvernement, de l'autre côté, comme vous dites, pour la philosophie des droits de l'homme, n'est pas quelque chose disons, d'une rupture. Alors, il se trouve que dans l'expérience marocaine, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme. J'étais, grosso modo, programmé en 2003-2004 pour devenir avoir un poste plus important à la Fédération internationale des droits de l'homme. On m'avait même proposé la présidence de la Fédération internationale. Et c'est lorsque Denis Mensky, qui, vous savez, qui était le président de l'instance équité et réconciliation, qui avait passé 18 ans en prison, comme prisonnier politique, a été désigné comme président de l'instance équité et réconciliation. Lorsqu'il est venu me proposer à Paris de rentrer dans cette mission, c'était quoi? C'est dire, ce pays-là, ce Maroc, a le courage d'affronter le passé, de l'affronter publiquement, de le dire notamment à la jeunesse qui n'a pas vécu, pour qu'elle se rappelle et qu'elle en tire des leçons. Et deuxièmement, on doit en tirer des leçons pour avancer ensemble. Et moi, si j'avais demandé à l'époque l'avis de plusieurs amis pour savoir si j'allais accepter ou pas, parce que les gens me disaient, tu es récupéré par le pouvoir, par le Marzel, vous savez, tu vas être récupéré. Et sérieusement, une des personnes qui m'a convaincu le plus, c'est ma sœur. J'avais demandé d'ailleurs avis à mon frère, mais aussi à ma sœur. Et ma sœur qui avait un petit enfant, qui avait maintenant 14 ans, 15 ans, m'avait dit, si on peut garantir pour la génération qui est issue un Maroc meilleur, il faut y aller. Et c'est pour ça que j'ai accepté. Donc pour moi, si vous voulez, c'est une continuation. Et en même temps, moi, ce qui m'avait aussi frappé dans l'histoire du Maroc, pour vous dire, et qui m'a beaucoup aidé à rentrer, c'est lorsqu'il y a eu là aussi quelque chose qui, pour vous, vous étiez très jeune, la réforme du Code de la famille en 2002, 2003, 2004. Ce qui était passionnant à voir, alors il faut se rappeler qu'à l'époque, déjà, il y avait certains pays voisins qui connaissaient des affrontements, des guerres civiles. Les gens s'entretuent, ce qui encore arrive aujourd'hui, pas loin de chez nous. Mais à l'époque, moi, ce qui m'avait passionné, c'était de voir que sur un sujet aussi important que l'égalité entre hommes et femmes, le Marocain pouvait s'engueuler, mais gentiment, pacifiquement. Il y avait une manifestation à Rabat pour la réforme du Code de la famille, et le même jour, à Casablanca, une manifestation contre la réforme du Code de la famille. Et le fait de se battre, de s'opposer, mais pacifiquement, sur des questions essentielles, c'est la démocratie. Au fond, la démocratie, c'est quoi? C'est s'opposer entre nous, mais de manière pacifique, par les lois, par des manifestations, des textes, des thèses. C'est ça. Après,
chaque pays a sa propre histoire. C'est une question qui peut sur le parcours de Driss Yazani. Oui, justement, elle est relative. Vous aviez justement parlé de vos anciens compagnons de route, ceux qui plus ou moins aujourd'hui vous... Enfin, comment vous, personnellement... C'est-à-dire, justement, et vous aujourd'hui, comment vous concevez votre rapport aujourd'hui avec vos anciens compagnons de route? Écoutez, la majorité de mes compagnons de route, que vous appelez le compagnons de route, sont de mon côté. Sérieusement, ils sont... Si vous voyez le paysan... Non, sérieusement, si vous voyez par exemple aujourd'hui un certain nombre d'instances qu'il y a au Maroc qui sont en train de réformer. L'ICPC, l'instance centrale de prévention de la corruption, Absem Aboudra, a passé plus de temps que moi en prison. Amina El-Mrini, qui a été la fondatrice de la première association de défense des droits des femmes, l'Association démocratique des femmes du Maroc, la DFM. Elle préside la haute autorité de la communication audiovisuelle. Ali Benammour, qui a été député de l'Union socialiste des forces populaires en 2000. Il préside le Conseil de la concurrence. Et lorsque vous voyez, si vous voulez, partout au niveau de l'État, d'un certain nombre d'organismes, il y a la majorité des gens sont issus de cette génération. L'autre élément, mais ça vous le vivrez, et vous le vivrez beaucoup plus tard, et je vous le souhaite, vraiment. Si vous voulez, c'est qu'il est sain dans une société que les jeunes soient radicaux. Ils demandent les transformations les plus rapides possibles. Si aujourd'hui, vous voyez la réalité marocaine, il y a des violations des droits de l'homme aujourd'hui. Il y a des injustices flagrantes aujourd'hui. Vous savez, on va peut-être en parler, il y a le rapport qu'on a sorti récemment sur la question des femmes. Le village en la matière d'égalité, effectivement, on va y revenir. Mais je veux dire, aujourd'hui, les femmes marocaines sont discriminées dans ce pays. Et moi, je veux dire, il y a de quoi se révolter aujourd'hui. Avec disons, l'avancée de l'âge, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend simplement une chose, c'est que la réforme se fait pas à pas. Et que ce sont, comme on dit, les petites gouttes qui font les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, etc. Et donc, mais en même temps, s'il y avait sur ma personne, comme sur le travail que nous faisons, une unanimité dans la société marocaine, moi je serais inquiet. Le débat est sain. Et même la critique virulente est un phénomène sain dans une société. Vous avez ta réponse, hein? Vous avez ta réponse? Lorsque vous mettez votre rétroviseur, Brice, les amis, aujourd'hui, tout en regardant le passé, le présent, et en appréhendant l'avenir, tout ce qui s'est passé avant, aujourd'hui, vous le regardez froidement, et c'est quelque chose qui vous permet de mieux appréhender aussi les situations aujourd'hui auxquelles vous êtes confrontés en tant que président du CNDH. Non, oui, je pense que peut-être que oui. Non, la seule chose peut-être qui j'aimerais qu'on retienne un peu de ce retour sur le passé, c'est que l'énergie militante, la révolte chez les jeunes qui saignent, dans le mémoire qu'on a publié le 9 décembre dernier sur le droit de manifester pacifiquement au Maroc, j'ai dit, je vais répéter, c'est que ce nombre de manifestations très importantes qu'il y a aujourd'hui au Maroc est un phénomène sain. C'est-à-dire que les Marocains ont compris qu'ils ont des droits, ils sortent dans la rue pour demander, etc. Mais je pense que peut-être ce qui a joué un peu dans mon itinéraire, et je pense que j'aimerais qu'on le retienne, c'est qu'il faut toujours que la science soit là, que la connaissance soit là. C'est-à-dire que, comme je suis, comme par exemple lorsqu'on milite, il faut lire les travaux de sociologie, il faut lire les travaux de sciences politiques, il faut lire les travaux d'histoire. Il faut qu'on milite, mais en même temps en ayant une analyse aussi scientifique que possible, qu'on allie, qu'on articule la connaissance et le militantisme. Je pense que... Donc c'est le militantisme élitiste aujourd'hui qui... élitiste, c'est qu'il faut de la connaissance. savoir, avoir une expertise. Il faut de l'expertise, il faut aussi lire de la littérature, il faut aller au cinéma, aller au théâtre. Donc on ne peut pas changer la société simplement en disant des slogans. Il faut, pour changer une société,
il faut mobiliser les arts de la connaissance. Et je vais donner pourquoi. Parce que l'enjeu que nous avons à affronter dans nos pays est un enjeu incroyable. Ce qu'on appelle la démocratie, les droits de l'homme en Occident, c'est un processus qui a pris des siècles. C'est un processus qui démarre, grosso modo, à la Renaissance italienne. Et nous, on ne peut pas nous permettre le luxe d'arriver à ce niveau de démocratie en prenant tout ce temps. Nous devons faire ce qui a été fait ailleurs en 3, 4, 5 décennies. Si on veut que les jeunes qui sont là aujourd'hui ne revivent plus jamais ce qu'une partie de leurs parents, de leurs grands-parents ont vécu, la torture, c'est quelque chose. Séparer sa famille, etc. Si on veut que ces jeunes et les autres, tous les Marocains et tous les peuples de la Terre ne vivent pas ce qui a été vécu ici ou ailleurs, il faut qu'on travaille pour, et donc il faut militer, réclamer, comme on dit, gueuler, mais en même temps... Avec des slogans, sinon. Avec des slogans et la connaissance. La connaissance, il faut allier les deux. Absolument. Une réaction sur mes chers amis qui me disent que le militantisme aujourd'hui, peut-être le militantisme 2.0 d'ailleurs, c'est allier le militantisme aussi avec le savoir, l'économie du savoir et avoir aussi une certaine expertise. Ouais, c'est plus, je voudrais plus revenir par rapport au fait qu'on utilise en fait le fait que ça ait pris beaucoup de temps chez les autres pour ralentir notre démocratie. Moi j'ai l'impression que on est en transition démocratique depuis assez longtemps et qu'on continue à l'être et qu'à chaque fois on nous bloque en fait. C'est ça, on se permet de se ralentir nous-mêmes, que ce soit l'État ou que ce soit les institutions qui... Vous savez, puisque je n'ai pas tout oublié de mon passé, il y a, vous voyez qui c'est Lénine, Vladimir Ilyich Lénine. Il disait une phrase qu'un ami italien des Brigades Rouges, qui était un groupe armé, m'a répété pendant ma jeunesse. Driss, il me disait Driss, parce qu'il disait ça avec l'accent italien, Driss, doucement, on est pressé. On est pressé. Vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez 1 million de fois raison. Vous avez raison parce que dans ce pays, un pays qui ne laisse pas sa place à la jeunesse, qui n'écoute pas sa jeunesse, qui ne laisse pas le pouvoir. Le pouvoir est un pays qui est en train de rater des choses incroyables. On est dans un pays où 51% des Marocains ont moins de 25 ans. 70% des Marocains ont moins de 30 ans. Donc, ils sont pressés, ils veulent leurs droits, ils le veulent le plus rapidement possible. Ça, c'est clair. Et donc, dans plusieurs domaines, et c'est notre travail, si vous lisez nos rapports, je ne vous demande pas de les lire tous, mais au moins de lire les recommandations, on essaie de faire des rapports de 16-18 pages, pas plus, des résumés exécutifs. Mais dans tous les domaines, tous nos rapports sont en train de pointer les retards, les discriminations, les injustices, pendant que nous sommes ici dans cet espace agréable de culture, en train de discuter entre nous, en ce moment-là, il y a des enfants mineurs marocains qui sont en prison, avec des adultes. Pendant que nous sommes en train de parler, il y a dans ce qu'on appelle les centres de sauvegarde de l'enfance, c'est un rapport sur... On a fait un rapport sur ces centres, ce ne sont pas des centres de sauvegarde de l'enfance. Pendant que nous sommes en train de parler, pendant que vous êtes en train d'étudier, il y a des dizaines de milliers de jeunes Marocains qui sont exclus de l'école. Et je cite toujours cette expression, ce sont bien sûr les enfants des couches populaires. Je cite toujours, pour les sociologues de l'éducation italienne, ils ne parlent pas d'échec scolaire, ils parlent de mortalité scolaire. Un enfant d'une couche, d'une famille pauvre qui sort de l'école, il est mort socialement. Il va vivre, il va végéter dans la société. Et donc ce sont des injustices. Je parlais du rapport sur les femmes parce que le taux d'activité des femmes marocaines, le taux d'activité des hommes est de 75%. Le taux d'activité des femmes marocaines a augmenté, il était arrivé à 29%. Depuis plusieurs années maintenant, il régresse. Il est à 23-24%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça s'appelle, lorsqu'on étudie ça avec la science, des discriminations. Et le chômage aujourd'hui touche plus les jeunes filles diplômées que les filles non diplômées. Donc je pourrais multiplier les exemples d'injustice, de retard, si vous voulez, je vais vous donner aussi un exemple de retard
le premier rapport que le CNDH a fait, il était sur les prisons. On l'a sorti en octobre 2012. Il y avait 72 000 prisonniers, 62 000 prisonniers. Un an après, on était à 72 000. Pour avoir une idée, en France, ils sont 2 fois plus en termes de population. Il y a 62 000 prisonniers. Pourquoi il y a autant de prisonniers? Il y a plusieurs raisons au Maroc. Mais parce que dans le code pénal marocain aujourd'hui, il n'y a pas ce qu'on appelle les peines alternatives. C'est-à-dire, au lieu de vous mettre en prison, par exemple, on vous condamne à un travail d'intérêt général. Et ben donc les prisons se remplissent. La justice marocaine est une machine qui remplit. Avec 2 fois, on a obtenu, et Sa Majesté l'a fait, en 2 ans, 2 grâces massives. C'est très rare. Hein. En juillet 2014, il y a eu 13 000 grâces prisonniers détenus graciés, et à l'anniversaire de la marche verte, 4 000. Et on est revenu à 76 000. Est-ce que c'est la solution, la solution, c'est toujours... Non, la solution structurelle, j'y arrive. La solution structurelle, c'est d'avoir les peines alternatives. Parce que dans le code pénal marocain, il n'y a pas de peine alternative. En ce moment même, le nouveau code pénal marocain est en train d'être fini par le ministre de la Justice. J'étais en retard aussi parce que j'étais en réunion avec le ministre de la Justice. Donc vous allez nous dire ce dont vous avez discuté avec les peines alternatives. Ça, c'est le journaliste. On va lire le mariage des mineurs aussi, la progression. On va y arriver. On va évoluer complètement. Mais juste, ses amis, l'égalité, accroissement, injustice, accroissement, mariage des mineurs, croissance. Que fait le président du CNDH? Que peut faire le président du CNDH si ce n'est des rapports et d'interpeller pour la grâce des coups? Non. Je voulais finir ma réponse, mais je suis un peu long, donc tu as raison à la suite de ma réponse. D'abord, mais ça va me permettre aussi de répondre à la question précédente. Il y a souvent, pour avancer, et surtout dans un pays comme le nôtre, il y a moi ce que j'appelle l'alchimie de la réforme. C'est-à-dire que pour réformer, pour faire avancer, pour régler des problèmes dont je parle, je peux citer d'autres exemples de problèmes dans notre pays, il faut qu'il y ait un cadre juridique, un cadre légal. Aujourd'hui, je pense que nous l'avons avec la Constitution de 2011. Dans la Constitution de 2011, on a mis les principales recommandations du travail de l'instance équité et réconciliation, qui a fini son travail en 2006. Et ça a pris 5 ans, effectivement. Donc, on a une Constitution. Deuxièmement, il faut des acteurs. Donc, il faut que le gouvernement joue son rôle, il faut que le Parlement joue son rôle, il faut que le CNDH joue son rôle. Par exemple, dans la Constitution de 2011, ce qui est totalement nouveau, c'est qu'il n'y a que le Parlement qui adopte les lois. Et il y a donc pour adopter les lois, il y a un temps qu'il faut respecter. Et le gouvernement aussi a des pouvoirs nouveaux, importants. Il faut donc que le gouvernement fasse son travail. Sur certaines questions, on est arrivé, et je pense qu'on peut en être fier, y compris au niveau international, on est arrivé à influencer des lois au Conseil national des droits de l'homme, depuis maintenant 3 ans. Certaines lois, on n'a pas pu les influencer. Et par exemple, le code de procédure pénale qui va être adopté, sérieusement, 80% de nos recommandations aux rapports ont été prises en compte. Mais sur l'autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination, Madame la ministre n'a pas pris en compte notre rapport. Elle a présenté un projet de loi au Parlement. Qu'est-ce qu'on a fait? Le Parlement nous demande notre avis. Et demain, on va présenter notre avis sur le projet de loi de l'autorité pour la parité au Parlement en essayant que le Parlement le suive. Mais c'est normal que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que c'est pas au CNDH de faire les lois. C'est un gouvernement et à des parlementaires élus par le suffrage universel. Nous, on est là pour dire là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas. Et c'est notre boulot, c'est notre job. Ça veut dire en disant là, notre rôle c'est de dire là ça va pas, c'est un petit peu le rôle facile aussi. Le rôle facile. Pourquoi peut-être le plus dur c'est d'avoir le. L'autre choix pour votre serviteur, ça aurait été de dire je ne prends pas ce chemin, je vais dans l'action politique et je me présente, etc. C'est bien sûr. Mais bon. Effectivement, d'aller sur le terrain un petit peu de l'influence que peut avoir le CNDH sur des lois ou sur l'application des sujets de société que vous avez fait, entre autres au travers de rapports, sur une présentation synthétique du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, qui
vient suite à une transformation, parce que précédemment c'était le CCH, le Conseil consultatif des droits de l'homme. Qu'est-ce que ça a changé concrètement? Simplement, si tu le permets, Rachid, j'aimerais simplement prendre 2 minutes pour expliquer ce que c'est ce conseil. Ce conseil est au niveau international ce qu'on appelle une INDH, une institution nationale des droits de l'homme. Il y en a aujourd'hui 108 dans le monde. 108 dans le monde. Aujourd'hui, ça a été lancé d'abord en France il y a 20 ans, et il y a eu après des critères pour savoir ce que c'est une bonne INDH. Et ces critères ont été adoptés par les Nations Unies. Chaque année, tous les 4 ans, on est examiné à nouveau pour savoir si on est A, B ou C. Le Conseil national des droits de l'homme est une institution nationale des droits de l'homme qui est labellisée A. Et on vient de nous repasser en examen il y a 2 mois, et on a été relabellisé institution nationale des droits de l'homme A par les Nations Unies. Ce qui veut dire qu'on est une association pluraliste et démocratique et indépendante. Et efficace. Et un peu efficace. Pour la première fois, vous savez, c'est fait par un jury d'experts internationaux. Pour la première fois, ce jury a redonné le label à une institution nationale des droits de l'homme avec ses félicitations. Donc on peut être un peu fier. Il y en a 108 dans le monde. Aujourd'hui, le Conseil des droits de l'homme, qui est la plus haute instance des Nations Unies en matière de droits de l'homme, demande à tous les gouvernements, y compris les plus démocratiques, de créer une INDH. Donc c'est une institution qui n'est pas la société civile, mais qui est intermédiaire entre la société civile et l'État. Et donc, lui demander de faire plus que son travail, c'est s'adresser à un mauvais sport. Elles sont faites pour ça. Maintenant, qu'est-ce que ça peut apporter? Moi, je crois que lorsqu'on compare un peu, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable, lorsqu'on compare le Conseil national des droits de l'homme à des institutions similaires, homologues ailleurs dans le monde, cela nous donne quoi? Cela nous donne un conseil ici au Maroc assez actif. En 4 ans, on a publié une cinquantaine de rapports. Les commissions régionales, parce qu'on a un conseil national et des commissions régionales dans les régions. Les commissions régionales du conseil sont devenues un lieu où les citoyens et les citoyennes peuvent venir déposer leurs plaintes. C'est un lieu d'écoute. C'est un lieu qui participe un peu à l'éducation aux droits de l'homme de manière assez importante. Et en même temps, c'est un conseil qui, si vous voyez, c'est pas modeste de dire ça, si vous voyez les déclarations de l'Union européenne, du Parlement européen, du State Department, tout ça, est reconnu pour être un conseil actif, indépendant. Ça, sur les prérogatives du Conseil national des droits de l'homme qui vient suite à la transformation de CCH, CNDH. Oui, effectivement. Donc aujourd'hui, les citoyens et les acteurs de la société civile viennent à s'interroger aujourd'hui sur les nouvelles prérogatives du Conseil national des droits de l'homme et à quel point ces mêmes prérogatives pourront servir justement à créer ce rôle d'intermédiaire et l'efficience de ce rôle d'intermédiaire entre la société civile et l'État marocain. Vous savez que le Conseil national des droits de l'homme, comme le Conseil constitutionnel, avait été créé par Naël Royal. Maintenant, d'après la nouvelle Constitution, c'est le Parlement qui doit créer le nouveau Conseil national des droits de l'homme. Et donc on a élaboré un projet de loi qui est en train d'être presque adopté par M. le ministre de la Justice, qui va être présenté au Parlement, au gouvernement, puis au Parlement dans les semaines qui suivent. Alors, je vais être un peu technique parfois, mais je m'excuse, parce que c'est... Qu'est-ce qui, par exemple, qui montre un peu ce chemin de la réforme progressive? Le nouveau conseil qui va venir sera encore plus puissant en principe que celui-là. Parce qu'il va avoir 4 nouvelles fonctions, dont une fonction, c'est-à-dire qu'il va devenir un mécanisme national de prévention de la torture. Qu'est-ce que c'est un mécanisme national de prévention de la torture? C'est un mécanisme que vous mettez en place lorsque vous avez ratifié un texte international qui s'appelle le protocole fonctionnel de la Convention contre la torture. Le Maroc l'a ratifié suite à la publication de nos rapports sur les prisons, les centres de sauvegarde de l'enfance et les hôpitaux psychiatriques. C'est un résultat direct. C'est-à-dire dès octobre 2012, lorsqu'on a publié notre rapport sur les prisons,
Une des recommandations, c'était il faut que le gouvernement ratifie. Il l'a ratifié. En novembre dernier, 2014, lorsqu'on a organisé le Forum mondial des droits de l'homme, dans le discours de San State, à l'ouverture, il a été annoncé qu'on allait déposer les instruments de ratification. C'est une démarche qu'il faut faire. Et durant cette année, on a travaillé pour mettre en place le mécanisme national de prévention. Quelle est la différence entre avant et maintenant? Avant, pour que nous, on rentre dans une prison, dans un commissariat, dans ce qu'on appelle un lieu de privation de liberté, dans un hôpital psychiatrique, ou dans un centre de sauvegarde d'enfance, il fallait qu'on informe qu'on arrivait. Et parfois, l'administration pouvait dire, ben non, c'est pas le moment, c'est... Et on sait que, par exemple, c'est durant ces moments où il se peut se passer des violations. Maintenant, lorsque vous mettez en place un mécanisme national de prévention de la torture, eh ben, il arrive dans n'importe quelle privation de liberté, il dit « je suis là », sans avertir. Pourquoi c'est important? Parce que l'expérience internationale, il y a 50 pays au monde qui ont ce genre de mécanisme, qui sont tous, pratiquement tous au nord de la planète. Il y en a un peu, moi j'en ai un en Mauritanie, il y en a au Sénégal, il y en a un en Tunisie, et il y en a un en Afrique du Sud, par exemple, pour parler de l'Afrique, et nous allons le mettre en place, Inch'Allah. Pourquoi c'est important? Parce que l'expérience internationale montre que lorsqu'il y a encore des mauvais traitements, ou même des cas de torture dans un pays, ça les fait baisser par 80%. C'est quoi qui Ça fait baisser les mauvais traitements de 80%. Pourquoi? Mais parce que lorsque, si vous voulez, lorsque les responsables, par exemple, aujourd'hui, je vous donne un exemple, sur lequel on est en train de travailler, ce sont les centres d'accueil des personnes âgées, les JVI. Eh bien, il y a des mauvais traitements, même des cas de torture dans ces centres, encore aujourd'hui. Donc on pourra aller, lorsque vous arrivez dans ces centres sans alerter, sans avertir, eh bien ça fait baisser. Ça fait baisser les... Et si on fait un lien avec l'actualité de Rissane, si on fait un lien aujourd'hui avec l'actualité, la France a décrété l'état d'urgence, le Maroc on a une menace aussi terroriste, quid de ce mécanisme de prévention de la torture, lorsqu'il y a un climat de sécurité, des actes, enfin un fait de qui est réel. Parce que du coup, la prévention et la prévention de la torture, ça connaît. Puisque, bon, c'est clair que maintenant, depuis le 11 septembre 2001, dans le cadre de ce qu'on appelle la lutte contre le terrorisme, il est arrivé, y compris dans des démocraties très, très solides, comme les États-Unis, un certain nombre de violations graves. Tout le monde connaît Guantanamo, entre autres, mais pas seulement, le Patriot Act, etc., etc. Donc on n'est pas, nous, à l'abri de dérives. Et c'est pour ça qu'il faut pour moi, l'existence rapide de ce mécanisme national de prévention est une protection importante. C'est-à-dire que l'État, ce qu'il faut bien qu'on comprenne, c'est que l'État, le premier devoir de l'État, c'est de protéger la sécurité des personnes et des biens. Donc que l'État fasse son travail, c'est pas simplement nécessaire, mais ce sont devoirs. Donc que l'État marocain ou n'importe quel État lutte contre les actes terroristes, c'est son obligation, c'est son devoir. Ce sont, je pense que moi j'ai vécu des années dans le quartier où il y a eu le Bataclan, il y a eu la rue Bichat, les attentats terroristes, j'ai habité la rue Bichat, mon fils était au stade de France le soir des attentats. Donc l'État le doit la protection. Encore faut-il que ça se passe dans le cadre de la loi. Aujourd'hui, nous sommes en train, à mon avis, en même temps de lutter contre le terrorisme, en même temps de développer l'état de droit. On n'est pas à l'abri des dérives. Il faut, et c'est le rôle du CNDH, mais aussi des citoyens, d'être très vigilants. C'est plus difficile aujourd'hui que la menace terroriste, et le fait que ce soit la sécurité qui soit placée au-dessus de cette notion de liberté. Sérieusement, en tout cas pour moi, je veux dire, c'est pour ça que je suis revenu aux attentats du 11 septembre. En tout cas, c'est une réflexion et c'est un investissement depuis le 11 septembre 2001. Je veux dire, je vois à la Fédération internationale de droits de l'homme, j'ai un peu travaillé là-dessus. Donc, il y a des dangers partout. Là, aujourd'hui, j'étais avec mes amis de la Ligue française des droits de l'homme le week-end dernier à Paris. Il y a 354 assignations à résidence. On a même assigné à résidence des gens qui étaient des écologistes.
Et donc, aucun pays n'est à l'abri. Mais il faut, c'est le rôle de la société civile, c'est aussi le rôle des institutions. Par exemple, moi j'attends avec impatience que le Conseil constitutionnel français va dire sur les assignations à résidence, ou sur la question de la déchéance de la nationalité. C'est ça un État, si vous voulez, démocratique, c'est un État où il y a un Conseil d'État, une Cour constitutionnelle, une INDH, une institution nationale, et c'est ça qui permet la réforme. C'est aussi l'interaction entre la presse, entre ces divers acteurs. Nada. Question sur sécurité, les poissons sécurité liberté aujourd'hui. Avant c'était de l'état de droit, de la transition, on a fait référence à la transition, dans un climat aujourd'hui difficile et tendu. En fait, moi j'aimerais votre avis sur concilier les droits de l'homme et deux domaines. D'abord la sécurité, parce qu'on arrive à un stade où on privilégie toujours la sécurité par rapport à nos libertés, mais aussi par rapport à la religion. Le Maroc, c'est un pays musulman, officiellement. Constitutionnellement. Constitutionnellement. La religion d'État. C'est la religion d'État. Le parti au pouvoir, le PJD, est musulman lui aussi. Donc, je voulais vous demander, et on va dire que l'islam, est-ce que l'islam s'accorde avec les droits de l'homme? C'est une grande question philosophique, ça posait Nada. Est-ce qu'on peut accorder l'islam et les droits de l'homme au Maroc? Ouais, j'ai envie de dire, si vous voulez, c'est quelque chose sur lequel j'ai trouvé par les journalistes marocains qui parfois ont la gentillesse de vous consacrer des portraits par rapport au beau, j'ai présidé la commission laïcité française des droits de l'homme. Donc, la Ligue française des droits de l'homme a été créée à la fin du XIXe siècle, pendant l'affaire Dreyfus, et donc c'est une des plus anciennes organisations des droits de l'homme au niveau mondial. Et donc j'ai eu l'honneur et le plaisir de travailler sur la question de la laïcité. Et la laïcité, c'est-à-dire la question de la séparation de la sphère du religieux et de la sphère du politique. Et je l'ai déjà dit, je le répète devant vous, comme j'ai eu l'honneur aussi de faire partie de la commission consultative qui a fait le projet de constitution, vous savez qu'on avait inscrit la liberté de conscience dans la constitution marocaine. Et que ces deux mots, liberté de conscience, ont été élevés par les acteurs politiques, parce qu'il y avait la commission consultative qui a fait le projet de constitution, et puis après le texte final sur lequel on a voté, c'est les partis politiques, ce qu'on appelait le mécanisme politique, qui regroupait tous les acteurs politiques avec un conseil de Sa Majesté, c'est Mohamed Mouattassem, et qui ont relevé, suite à une campagne de l'actuel chef de gouvernement, qui ont fait visiter pour sur les amis, il n'y a pas que le PJD qui était pour le retrait de la liberté de conscience. Non, il a fait campagne. Non, tous les partis l'ont accepté. Mais non, j'ai dit. Donc, c'est justement pour mes je dis bien ce que j'ai dit. C'est monsieur le chef de gouvernement actuel et monsieur Khalfi qui ont fait campagne pour. Et c'est attesté. Il y avait d'autres formations politiques également. Non, ce qui s'est passé. Pour voter la liberté de conscience. Non, publiquement, non. C'est l'histoire récente, pas écrite, mais comme ça m'intéresse un peu, je l'ai suivi dans le détail. Monsieur Khalfi a fait un éditorial dans le Tajdik et monsieur Benkelan a fait campagne contre l'insertion de la liberté de conscience dans la Constitution. La seule campagne publique qui a été faite comme ça, c'était et moi, je ne leur relève pas ce droit d'avoir dit ce qu'ils pensent. De dire ce qu'ils pensent. C'est même leur responsabilité. D'autres pensées compatibles. Peut-être, je ne sais rien. J'en sais rien. J'ai aucune preuve dans le Sénat de discussion au sein du mécanisme politique qui n'était pas. Comme je ne lis pas dans le bar de café, comme j'essaie d'être un peu rigoureux, bon, personne ne peut le prouver. Donc, c'est pour vous dire que, mais en même temps, hein, pour dire que les choses sont un peu compliquées, il y a un autre article de la Constitution marocaine, et là je parle sous le contrôle de mon ami Dupré, Baudouin, il y a un autre article sur la liberté de penser, auquel on n'a pas fait attention.
ce qui est relevé. Dans la philosophie politique, disons moderne, la liberté de pensée est supérieure à la liberté de conscience, pour moi. En même temps, dans le préambule de la Constitution marocaine, il y a 3 lignes que nous devons à un grand Marocain qui est disparu, c'est Mohamed Baldouzi, contre les discriminations. Si j'avais mon ordinateur, je l'aurais lu, parce qu'en fait, il interdit toute discrimination, en raison du sexe, de la religion, de l'appartenance régionale, etc., et pour quelques raisons personnelles que ce soit. C'est comme ça que c'est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et en même temps, il y aura, dans la Constitution marocaine, une cour constitutionnelle. Bon, on peut imaginer que dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, vous, ou un jeune d'ici, ou d'autres jeunes marocains, s'ils sont, par exemple, s'ils sont attrapés en leur disant, écoutez, vous êtes dans un pays musulman, vous n'êtes pas musulman, on va vous mettre en prison, il est possible qu'ils arrêtent le procès en posant ce qu'on appelle une QPC, c'est une question préalable de constitutionnalité, et que la Cour constitutionnelle fasse de la jurisprudence là-dessus. Ça me paraît compliqué un peu, mais c'est comme ça qu'on transforme et qu'on fait avancer un pays. Les pays européens ont avancé parce qu'il y a des citoyens qui, par exemple, dont les droits ont été touchés, par exemple, en matière de religion. Et qui se sont adressés aux tribunaux, qui se sont bagarrés pour faire avancer ce pays. Donc voilà, donc moi je sais que cette bataille, disons, pour que la liberté de conscience, on va dire des choses comme et la liberté de penser dans ce pays, je pense qu'elle est en cours de route. On aurait pu avancer, tout à l'heure vous avez dit, parfois on accumule du retard. Voilà un exemple de retard qui a été un peu accumulé. Mais en même temps, les voies sont ouvertes. Donc moi j'attends vraiment avec impatience l'installation de la Cour constitutionnelle et les premières questions préalables de constitutionnalité. Parce que vous savez que la question préalable de constitutionnalité, ça a été introduite dans la Constitution française 2008, non 2008. Nous l'avons introduit en 2011, donc c'est pas mal, hein, je veux dire, si on se compare pas à la France. Maintenant, il est clair aujourd'hui que dans notre société, en même temps, il y a des transformations vers l'émancipation, et en même temps, il y a des crispations qui utilisent, qui instrumentalisent le religieux. Nous le voyons, vous le voyez tous les jours. Sachant que notre société ultra conservatrice aussi. Hein? Notre société ultra conservatrice également. Donc ça se discute. Là, par exemple, pour dire simplement pour qu'on essaie d'approcher ce qui se passe dans la société marocaine, on est en train de finir une grande enquête, c'est la première grande enquête menée sur 3300 ménages, sur les valeurs des droits de l'homme dans la société marocaine. Et ça fait maintenant 6 mois que l'enquête est en train d'être finalisée, sous la supervision d'un grand comité il y a quelques bons chercheurs marocains, et c'était fait justement pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans la société marocaine sur les valeurs des droits de l'homme. Et c'est vers le 20 janvier, la publication des résultats. Donc c'est un valeur de test. Oui, c'est une approche aussi scientifique que possible. Je voulais continuer sur la question courageuse qu'a posée Nada. Je te remercie d'ailleurs. Sur la problématique de la liberté de conscience, la vitesse à laquelle se développe le droit de l'homme au Maroc, ça marche pas, Ça marche. La vitesse à laquelle se développe toute cette problématique du droit de l'homme au Maroc, effectivement, quand on compare à 68, 70, aujourd'hui, je pense que les jeunes ici peuvent difficilement concevoir ce que vous avez vécu, ce que j'ai vécu quelques années après vous, et c'est vrai que quand on voit le chemin parcouru, il est énorme. Peut-être que quand on voit le chemin à parcourir, il est aussi important, mais il vaut mieux voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc pour continuer sur ce débat-là, on a effleuré tout à l'heure la condition de la femme. Comme il n'y a aucune femme qui pose la question, moi je vais la poser parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle problématique. Vous l'avez soulevé tout à l'heure, vous l'avez effleuré tout à l'heure.
Et je pense que ça nécessite quand même un développement, surtout qu'il y a plein de jeunes filles dans la salle. Il y a un vrai sujet, n'est-ce pas là, un sujet qui bloque non pas uniquement pour des problèmes sociétals, mais aussi pour des problèmes d'interprétation de textes religieux. Quel rôle peut jouer les CNDH pour accélérer la réflexion? Vous faites pas de référence au rapport du CNDH sur l'égalité À homme-femme. partir des CNDH, sur la problématique de l'héritage, sur la problématique du Moudawana aujourd'hui qui interdit le mariage de jeunes filles mineures, mais on voit exploser le nombre de jeunes filles mineures qui se marient, sur la problématique de la polygamie qui est codifiée dans la nouvelle Moudawana pour, je dirais, faire en sorte que la polygamie devienne quelque chose d'extrêmement complexe et exceptionnel, mais qui en fait dans la réalité n'est ni complexe ni exceptionnel. Nous n'allons pas citer les choses, mais tout le monde sait comment cela se passe. Moi j'ai vu récemment des chiffres qui m'ont interpellé, même quelque part un peu affolé, parce que je me dis c'est bizarre. On met en place une Moudawana qui interdit le mariage des jeunes filles mineures, et on se retrouve avec des chiffres qui sont en hausse à 2 chiffres depuis quelques années, même avant. Donc ça pose aussi la question à comment faire évoluer les lois, comment faire évoluer la société en fonction aussi des mentalités, en fonction des mœurs, en fonction de tout ça. Parce que bon, voilà une loi qu'il y a, mais qui finalement n'a rien arrangé du tout. Sur cette question et après je reviendrai aux questions. Sur cette question de l'augmentation du mariage des mineurs, j'aimerais simplement rappeler une chose, c'est que aujourd'hui nous savons que ce chiffre augmente parce que nous mesurons le mariage des mineurs depuis 4 ans, 5 ans maintenant. C'est un programme, c'est ça qu'il faut savoir. C'est pas certain qu'avant que nous commencions à le mesurer, il y avait plus ou moins de mariage des mineurs. C'est un programme de l'UNIFEM, l'ONIFEM maintenant, donc l'Organisation des Nations Unies sur les femmes, qui avec le ministère de la Justice, a mis en place un instrument de mesure. Et donc progressivement, on sait aujourd'hui. Donc c'est sur une durée un peu plus longue qu'il faudra savoir s'il y a augmentation ou il y a... Bon, en tout cas, même s'il y avait 1000 mariages de mineurs, c'est inquiétant et inacceptable. Donc ça. Mais est-ce qu'il y a augmentation ou pas? Alors, le deuxième simplement élément d'information pour le public, c'est que notre rapport n'est pas un rapport sur l'héritage. Notre rapport est un rapport sur les discriminations contre les femmes. C'est un état de l'égalité. Et fait à partir des rapports scientifiques, marocains ou internationaux. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque africaine de développement, le Haut Commissariat au plan, etc. Il est fait à partir de... Et chaque fois, il a mesuré l'état des discriminations, de l'égalité et des inégalités, domaine par domaine. Scolarisation, formation professionnelle, accès à l'emploi, santé, etc. Et chaque paragraphe commence par voilà les avancées, et voilà les problèmes. Et après, il y a 97 recommandations. 97. Et sur l'héritage, c'est 3 mots. Et donc les gens, il y a ceux qui nous ont attaqués, ont pris ces 3 mots. Bon, moi je dis, nous on a fait notre travail, et on a une constitution qui dit l'égalité. On constate qu'il y a des inégalités dans ce domaine, que les femmes les plus pauvres et les plus vulnérables sont celles qui souffrent le plus de cette disposition sur l'héritage, mais essayons au moins que ceux qui sont contre ou pas contre, de discuter des autres parties du rapport. Et au Conseil national des droits de l'homme, on a décidé de faire ce rapport lorsqu'il y a eu une autre étude qui a été publiée, qui n'a pas fait de bruit, qui n'a pas fait polémique, qui est celle de l'enquête du Haut Commissariat au plan sur la violence contre les femmes, qui a été publiée il y a 2 ans. Or, cette enquête a révélé que 62% des femmes marocaines, je dis bien 62% des femmes marocaines, ont déclaré avoir été victimes d'une forme de violence durant les 12 derniers mois qui ont précédé l'enquête. 62. Ce sont des millions de femmes marocaines qui ont dit qu'elles souffraient de la violence dans cette société. À l'époque, lorsque ce rapport est sorti, il n'y a pas eu de polémique. Donc laissons la question de l'héritage de côté, discutons de la violence contre les femmes dans ce pays. Est-ce que les jeunes filles marocaines peuvent aujourd'hui se promener librement dans les rues de ce pays? Non.
Non, c'est le cas extrême. Est-ce qu'ils ne se font pas harceler? Est-ce qu'aujourd'hui, dans des lieux du savoir, est-ce que dans des lieux du savoir, il n'y a pas parfois du harcèlement des enseignants? Donc c'est ça qui est le problème. C'est pas les trois mots sur. Alors quant à l'interprétation, c'est aux gens de la religion d'interpréter. Je veux dire, c'est pas. Le CNDH n'est pas le Conseil supérieur des relèvements. C'est une autre instance. Ils peuvent dire. La loi, s'il faut la changer, c'est le Parlement marocain qui va la changer. C'est pas nous. Nous le disons, il faut l'égalité. Nous disons enfin que il y a, sérieusement, c'est-à-dire que lorsque aujourd'hui, vous voyez, les chiffres, je les ai pas en tête, mais ils sont dans le rapport, et on les a pris dans d'autres rapports officiels. Cette mortalité scolaire dont je l'ai parlé tout à l'heure, elle touche qui en premier? Elle touche les jeunes filles rurales pauvres. C'est acceptable. Il y a une religion qui dit qu'il faut l'accepter. Non. Donc, c'est... Ce chiffre-là ne crée pas de polémique. Mais je dis ça, le jour avec Rabbi Al-Nasser, parce qu'on avait lancé la dynamique, c'est le jour où j'ai vu le rapport sur la violence. Moi, aujourd'hui, je fais des conférences et des leçons inaugurales dans les universités publiques. Il y a 800, 900 étudiants dans l'amphithéâtre, et je donne ce chiffre de 62%, et je le fais exprès. C'est-à-dire qu'il y a peut-être dans cette salle, dans cet amphithéâtre, lorsque je m'adresse à des étudiants, il y a peut-être des hommes coupables de violence. Et donc, ce n'est pas acceptable, et je ne l'accepte pas, et vous ne l'acceptez pas. Après, comme, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du cas des femmes sous la lignette. Bon, il y avait la célébration de la journée contre la violence contre les femmes, à l'égard des femmes. Elles sont venues jouer une pièce de théâtre à la BNRM. Je ne sais pas s'il y a des activités culturelles ici de temps en temps, je pense qu'il y en a. Ce serait bien de les inviter à jouer. Ce sont des femmes. Moi, j'ai pleuré en les voyant jouer. Parce qu'elles jouent ce qu'elles vivent. Je veux dire, c'est quoi de leur dire, mais tu n'as pas droit sur la terre comme l'homme. Et sur la question de la date, malheureusement, de la dimension professionnelle, l'héritage, on met ça de côté, mais en fait, dès que vous avez touché cette question-là, les trois mots, vous savez, moi je pense que cette année, et on a même dit, avec ses amis, que le Conseil national des droits de l'homme que vous présidez n'a pas autorité, n'a pas de légitimité pour s'exprimer sur un sujet. Il y a même des femmes qui sont montées au créneau en disant, nous, de toute façon, sur l'héritage, la situation telle qu'elle est aujourd'hui, qui découle du fait religieux, nous va parfaitement. Écoutez, sérieusement, si on a dit beaucoup plus que ce que vous dites, parce que nous on a la connexion. J'ai voulu que je rester policier. Non, sérieusement. Seulement, il y a eu des accusations d'apostasie, il y a eu des accusations d'atteinte au pouvoir de Sa Majesté, etc. Ça. Moi, je dis une chose. Il se trouve que, comme je disais tout à l'heure, d'abord, moi, je ressens, et tous les jours, dans la rue, partout, des signes de sympathie et de support. Peut-être qu'il y a des gens qu'on voit plus, qu'on entend plus, mais je sens sérieusement beaucoup de signes de soutien à notre rapport. Ça, c'est la première chose. La seconde, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Rachid, il faut vraiment qu'on l'accepte. La démocratie, c'est le débat. On a des projets de société différents et on se bagarre pacifiquement. Et moi, je n'oublie jamais que pour avoir ce droit de discuter, il y a des gens qui meurent là. Les Syriens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent s'engueuler comme nous. Il y a qu'on s'engueule pacifiquement. Ils veulent qu'on puisse ne pas être d'accord. Et au fin de compte, ce sont les Marocains qui choisissent aussi. Ils ont voté, ils vont voter en 2016, et c'est à eux de choisir. Et je respecte leur choix. Je respecte, pour être clair, oui. Je respecte le droit de monsieur le chef du gouvernement de dire son point de vue sans aucun problème. Ça ne me pose aucun problème. Moi, j'ai dit, le jour même où il s'est exprimé sur cette question, c'était une coïncidence. Il passait à 12h01 et moi je donnais un entretien en 360 et j'ai dit que c'est tout à fait son droit le plus simple de renseignement.
vous serez favorable à un référendum sur la question. Non, les référendums, vous savez bien, ça c'est une question de... Ben, c'est la voix du peuple, le référendum. Non, je dirais... S'il fallait, il y a beaucoup de questions. Maintenant, si on discutait de la peine de mort, vous m'auriez dit, est-ce que vous acceptez un référendum sur la peine de mort? Si vous voulez, non, sur des questions aussi sensibles que l'égalité en matière d'héritage. écoutez, ce que je veux dire, moi, notre âme et conscience, après en avoir discuté dans ce conseil, on a fait un rapport scientifique. Contrairement à ce qui a été dit, c'est un rapport qui n'est pas un rapport idéologique, c'est un rapport scientifique sur l'état des inégalités hommes-femmes dans ce pays, dans tous les domaines. On est preneur de débat sur toutes ces questions et on respecte tous les points de vue. C'est le aller. Pas très favorable à un référendum. Hein? Pas très favorable à un référendum. Non, je ne suis pas, en tant que citoyen, c'est pas une technique politique que je porte dans mon cœur. Mais surtout, même en France, je ne suis pas pour ça. J'aimerais. Oui, j'avais une question à vous poser. Vous avez évoqué tout à l'heure le CNDH et un autre acteur possible qui serait effectivement la Cour constitutionnelle quand la loi organique et les lois organiques auront été votées. Une question technique. Je suis une femme. C'est une hypothèse. Dans un monde virtuel. Dans un monde virtuel, je suis une femme. Je vais contester le fait que mon frère ait le double d'héritage que ce qui me revient. Je vais devant les tribunaux, on monte au Conseil, à la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'on peut envisager sérieusement que la Cour constitutionnelle, se basant sur un certain nombre de textes et sur la Constitution, dise « Ah oui, c'est vrai, il y a une égalité devant l'héritage, il faut revoir la loi ». Est-ce que la Cour constitutionnelle, qui théoriquement, d'un strict point de vue juridique, pourrait parfaitement le faire, est-ce qu'on peut sérieusement penser qu'elle le ferait? C'est une question, hein? Ça dépend des membres de cette Cour. Ça dépendra des membres de cette Cour, ça dépendra de leur formation, de leur ouverture au monde, de leur maîtrise du droit. On va militer pour que M. Yazami soit dans cette cour. Non, mais je ne suis pas du tout juriste. Ouais, on fait référendum. Non, mais je vais dire, non, mais il y a je connais, si vous voulez, je connais quelques personnes, des juristes marocains et marocaines qui sont susceptibles, qui ont toutes les qualités pour figurer dans la future constitutionnelle. J'en connais au moins deux. Si ces deux-là, je sais que je peux dire grosso modo deviner quelle sera leur décision. Mais je sais aussi que il y a aussi dans notre société, pas simplement à la Cour constitutionnelle, des gens, vous avez tous vu la déclaration de M. Nabil Benamna, qui a dit qu'il est pour l'égalité de mariage, mais ce n'est pas le moment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ça veut dire pas grand-chose en fait. Ça peut se prendre des Non, je ne veux pas avoir d'autres polémiques, mais je dis simplement que cette idée, par exemple, il existe chez un certain nombre d'acteurs politiques et dont il faut tenir compte, qui essaient de dire, vous avez raison, mais c'est après. Lorsque nous, par exemple, bien sûr, il y a, vous savez, un chiffre. Voilà. C'est un chiffre qui nous a été donné par le ministère de l'Intérieur dans notre rapport sur l'observation des dernières élections. 45% des femmes qui ont voté n'ont pas de niveau d'éducation. 45%. Bien voté, il faut être éduqué. Ben, un peu. Non, c'est pas pour avoir le droit. Non, mais pour bien choisir, il faut avoir les éléments de décrypter, les messages politiques, les discours politiques. Et donc, c'est un chiffre qui nous dit aussi, qui révèle les problèmes de l'école chez nous. Complètement. Justement, vous avez parlé d'un pays où justement le taux d'analphabétisme est assez élevé. Vous parlez en même temps d'un politicien, donc Nabil Benamna, qui vous demande donc de repousser la discussion pour plus tard, mais vous avancez quand même dans les termes pour justement initier le débat, on va dire sur la scène publique autour de l'idée. Vous avez dit le Maroc est prêt à ouvrir le débat, qu'on est assez mature pour ouvrir ce débat. En même temps, plusieurs politiciens et plusieurs réalités viennent, enfin je ne sais pas, peut-être qu'il y avait contesté le contraire, quand la plupart des juges, puisqu'on laisse la liberté aux juges justement pour statuer dans le mariage des mineurs, même avec les restrictions, et lorsqu'on laisse les juges statuer et que ces juges accordent dans 43% des cas, si ce n'est plus,
justement l'autorisation pour le mariage des mineurs, c'est-à-dire que si même les juges ils sont réticents face à ce genre d'avancée et qu'ils accordent leurs autorisations dans un nombre important de cas, est-ce qu'on n'est pas en droit de nous demander aujourd'hui si effectivement la société et même l'institution juridique en elle-même sont prêtes à accepter ces changements et ces réformes? Que des magistrats au Maroc parfois tranchent dans le sens que vous avez déclaré, c'est évident. La preuve, c'est le mariage mineur. Mais en même temps, c'est la même justice marocaine. Vous savez, on parle, par exemple, vous avez suivi dans l'actualité les tensions qu'il y a eu entre le ministère de l'Intérieur et l'Association marocaine de droits de l'homme. L'Association marocaine de droits de l'homme a porté plainte dans 2 cas, devant le tribunal administratif de Rabat. Elle a gagné contre le ministère de l'Intérieur dans ce pays. Et le ministère de l'Intérieur a été condamné à 100 000 dirhams et à 50 000 dirhams d'amende. Et ça nous a amené dans le... Si vous avez un peu de temps, si vous n'avez pas mieux à faire, mais ça peut être intéressant de voir notre dernier rapport sur la liberté associative que nous avons publié le 9 décembre. Vous allez voir qu'on a repris, grâce au travail d'un magistrat marocain, de Degani, toute la jurisprudence du tribunal administratif marocain en matière de liberté publique, et notamment en matière associative et de droit de manifester. Eh bien, dans 99% des cas, la justice marocaine, les tribunaux administratifs ont voté en faveur des associations contre le ministère de l'Intérieur ou contre les autorités administratives locales, le Wali ou le Kien. Et donc, il y a un des enjeux importants puisqu'on parle de la justice. On a 4 lois importantes qui vont être votées durant l'année qui vient. Le Code de procédure pénale, le Code pénal, le Haut Conseil du pouvoir judiciaire et le statut des magistrats. Ce sont des lois fondamentales pour, en finir avec séparer le Haut Conseil du pouvoir judiciaire du ministère de la Justice, parce que maintenant, c'est le ministre de la Justice qui préside le Conseil supérieur de la magistrature. Et donc, toute la carrière des magistrats va être gérée par le Haut Conseil du pouvoir judiciaire, et plus par le ministère. Il va être présidé par le président de la Cour de cassation. Donc, et par exemple, le président du Conseil national est membre de ce Haut Conseil du pouvoir judiciaire. Ça, c'est une avancée majeure de la Constitution de France. 2, il y a un statut des magistrats qui est très protecteur. Il y a le Code de procédure pénale qui est, à mon avis, aujourd'hui, à 85% bon. Et il y a le Code pénal sur lequel il reste quelques bagarres. Si d'ici septembre 2016, c'est comme ça qu'il faut aussi, à mon avis, se situer dans la réforme. Si d'ici septembre 2016, on a ces lois, c'est un nouveau dispositif légal en matière de justice qui sera là. Bien évidemment, ça ne réglera pas tout le problème. Ça ne réglera pas, par exemple, la formation des magistrats. Aujourd'hui, en raison notamment de l'arabisation, nos magistrats, comme nos avocats, ont de plus en plus de difficultés à accéder à la jurisprudence et à la culture juridique internationale. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé là-dessus, non? Un petit peu. Vous comprenez, y compris physiquement. Aujourd'hui, la génération des avocats que j'ai connus moi au Maroc il y a 25 ans, 30 ans, avait une double culture juridique. Aujourd'hui, donc ça n'a rien à voir avec... Donc réformer, c'est aussi permettre à ces magistrats d'accéder à la culture juridique internationale. Et en même temps, c'est pour ça que la question de la formation, enfin, aussi moi, la question de la formation des magistrats, mais aussi des avocats. Si vous voulez, aujourd'hui, si vous essayez de voir dans le débat national sur la réforme de la justice, nous avons publié pratiquement 7 mémorandums sur le code pénal, le code procédure pénale, les peines alternatives, le statut des magistrats. Mais du côté d'un certain nombre de professionnels de justice, il y a eu très peu de production pour aussi aider le Parlement à adopter les meilleures lois. C'est pour ça qu'on pense à la loi magistrat, mais moi j'attire toujours l'attention sur l'importance aussi des avocats. Merci. Il reste moins de 10 minutes, parce que Driss Yazami doit nous quitter. Je crois qu'il y aura un rendez-vous médiatif, c'est ça? Je vais à Mombasa Maracom, au Casablanca, pour participer à un débat sur l'immigration. Donc vous n'allez pas débarrasser de moi ce soir.
on va essayer de prendre aussi voilà, des questions dans la salle. C'est peut-être 2-3 questions en vol. Oui. Alors, je sais pas si c'est des micros qui sont. Ouais, distribuer, il n'y a pas de micro, donc je vais donner le mien. Ouais. Ah, c'est bon. Oui, allez-y. Tout d'abord, j'aimerais remercier ces amis pour ces éclairages. Ma question est sur la migration. Vous avez interprété ma question. C'est sur le rapport entre migration et droits de l'homme et le positionnement, l'approche du Maroc en la matière, sachant que la question de la migration est aujourd'hui entièrement posée du point de vue droits de l'homme, mais aussi du point de vue santé, scolarisation. Voilà. Merci. Brice. Très rapidement. Une question de réponse, comme ça, c'est. Quand tu veux. Je pense que c'est mieux. Je propose cette formule. Une question de réponse, comme ça reste interactif. Vraiment trois points rapides. Soit, 50% des migrations au niveau mondial aujourd'hui sont sud-sud. Donc, la question de la responsabilité humaine vis-à-vis de la migration et des mobilités humaines. J'ai vu tout à l'heure que vous receviez l'université recevait des Marocains des États-Unis. J'ai eu le plaisir de connaître il y a longtemps. Donc les mobilités humaines sont aujourd'hui un phénomène essentiel. Et donc nous avons notre part de responsabilité. D'autant plus que nous avons signé tous les textes internationaux en matière d'immigration. La Convention de Genève sur les réfugiés, comme la Convention des droits des migrants et de leurs familles. Nous avons une diaspora marocaine, on a 10% de notre population qui est à l'étranger, en nous demandant pour elle des droits de l'homme. Donc on ne peut pas. Le Maroc est un des rares pays dans les pays du Sud à avoir entrepris une politique humaniste en la matière. Tout à l'heure, Rachid me disait est-ce que c'est efficace? Un exemple d'efficacité du Conseil, c'est qu'on a publié notre rapport, on l'a présenté à Sa Majesté, et 2 jours après, il y avait le lancement de cette nouvelle politique. Troisième remarque très rapide, l'intégration est devant nous et donc les problèmes sont devant nous. On va régulariser grosso modo 92% des gens qui ont déposé un dossier. Il n'y a jamais eu un taux aussi important de régularisation dans le monde. 92%, c'est moins de personnes. Maintenant, ce sera 28 000 à 29 000 personnes, mais je ne compte pas là-dedans les réfugiés. Ça, c'est la régularisation. Mais le taux est de 92%. J'aimerais aussi, parce que parfois il faut dire des choses dont nous pouvons être fiers, aussi, je ne connais pas d'opération de régularisation qui se faisait dans les commissions où le ministère de l'Intérieur siégeait à côté de représentants des ONG. Y compris au niveau national, dans la commission de recours, où le ministre de l'Intérieur ou le ministre délégué de l'Intérieur ont siégé avec des associations de migrants qui n'étaient pas reconnues légalement. Et je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, c'est l'intégration est devant nous, et la question de l'intégration concerne tout le monde. Ce n'est pas simplement l'État. Souvent, les leçons qu'on peut tirer du travail sur l'histoire de l'immigration dans les autres pays, c'est que l'intégration, il n'y a pas de voie royale pour unique, et que c'est la responsabilité de tous. Et par exemple, au CNDH, aujourd'hui, on a embauché une collègue ivoirienne sur toute la question de l'immigration, y compris par exemple au niveau de l'emploi. Donc c'est la responsabilité des syndicats, des associations, de l'université, de tout le monde. Embauché parce qu'il voit rien ou parce qu'elle est expertise? Embauché parce qu'il voit rien ou parce qu'elle est expertise? Ah voilà, c'est une question. C'est une bonne juriste ivoirienne. Voilà. Mais il y avait d'autres candidats et il y a eu ce qu'on appelle de l'affirmative action. Une autre question, oui. Bonsoir. Alors j'ai une question qui est très spécialisée. Je travaille actuellement sur le dialogue marocain en matière de droits de l'homme et je voudrais savoir comment le CNDH y contribue. Vous savez, par des auditions au Parlement européen, j'ai eu, depuis que je suis président, j'ai eu 3 auditions à la sous-commission des droits de l'homme. 2, en participant bien sûr, en discutant en permanence avec la délégation de l'Union européenne et des délégations parlementaires, notamment la commission mixte. Vous savez, la commission mixte qui regroupe les parlementaires européens et européens, et aussi en suivant les travaux du sous-comité des droits de l'homme. Et donc, le CCDH, le Conseil constitutionnel des droits de l'homme, participait au sous-comité des droits de l'homme dans la délégation officielle marocaine. Nous participons de manière indépendante. Nous voyons les Marocains comme l'Union européenne avant. Mais cette année, on a essayé d'avoir une petite innovation qui est la suivante.
Parce que le sous-comité des droits de l'homme, mademoiselle, est fait pour discuter des droits de l'homme dans l'Union européenne et au Maroc. Et en fait, on ne discutait jamais de la situation des droits de l'homme dans l'Union européenne, vous le savez. Donc cette année, on a diligenté, il y a 8 mois, on a diligenté une enquête sur les discriminations contre les Marocains en Europe. Et un mois avant la réunion du sous-comité qui a eu lieu en octobre dernier, on a annoncé au gouvernement marocain et à l'Union européenne que nous voulions que cette question soit à l'ordre du jour. Ça a créé un peu de surprise. Et donc la délégation de l'Union européenne a demandé une semaine avant le retrait du secours à l'ordre du jour, en nous disant qu'il fallait qu'il y ait des experts du côté européen pour discuter de ce rapport. Donc la discussion a été reportée au sous-comité Migration et Affaires sociales qui aura lieu, je l'espère, en janvier. Et donc pour la première fois dans l'histoire de ce dialogue, on va parler des droits de l'homme au Maroc à juste titre, mais on va aussi poser la question des Marocains en Europe. Là aussi, je ne sais pas si et le rapport est... Je ne sais pas si le timing est bon aussi, Brice. Quoi? Le timing, le droit de l'homme, l'état d'urgence, France, Bruxelles, Québec. Vous savez, il y a un officiel marocain, parce que je lui ai annoncé que je voulais que cette fois soit à l'ordre du jour, il m'a dit, mais c'est pas le moment, c'est pas... Peut-être. Je dis, si vous voulez, c'est-à-dire que même les Marocains n'osaient pas se positionner comme des partenaires pour interpeller l'autre. C'est légitime que l'Europe nous interpelle. Et souvent, à juste titre. Mais nous aussi, on est en droit de l'interpeller. Une autre question? Oui. Bonsoir, monsieur Gazami. Je suis étudiante à Sciences Po. Je voulais donc vous demander si de nos jours, est-ce qu'il est nécessaire de connaître une évolution du droit pour un développement de la société? Merci. Ben non. Non, il faut évidemment qu'il y ait du droit, mais en même temps, les évolutions et les mutations sociales, parfois peuvent devancer ou préparer les avancées du droit. Et très rapidement, sérieusement, je vous renvoie aux travaux, j'imagine que vos professeurs les ont déjà conseillés ou vont les conseiller, à tous les travaux sur la mutation de la société marocaine, et notamment chez le côté des femmes, en termes, si vous voulez, de transition démographique, de scolarisation, etc. On est, à mon avis, en train de connaître une société où l'individu est en train d'émerger. Je renvoie notamment aux travaux de Mohamed Serjad, par exemple, qui a fait des travaux extraordinaires là-dessus, où les démographes comme Todd et Courbage, y compris sur le Maroc. Et je vais prendre simplement un exemple pour illustrer ce que j'ai dit. Je dis souvent, lorsqu'on attrape une Marocaine, rurale, analphabète, en train d'essayer d'immigrer illégalement sur une patera, je dis c'est déjà un entrepreneur à part entière. Cette femme qu'on prend pour... c'est déjà un individu, parce que c'est une femme qui a décidé de faire sa vie par elle-même. Elle n'a pas attendu, elle n'est pas restée en train d'attendre le mariage ou le grand frère, etc. Elle a fait une analyse des routes migratoires. Je suis Istanbul, là je passe par les Canaries, pour aller dans tel endroit. Donc elle a rassemblé de l'information. Elle a fait de l'épargne, comme un entrepreneur, qui va faire une entreprise où la Cour Nordine et ses collègues qui voulaient faire l'UR. Ils ont fait de l'épargne, ils ont trouvé des ressources financières. Et elle a décidé de monter sur une patera alors qu'il y a la mer est déchaînée. Moi, je n'aurais pas ce courage. Donc aujourd'hui, nous avons bien évidemment, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai repris lui, sur une société ultra-conservatrice, oui, mais en même temps c'est une société qui connaît des mutations extraordinaires. Lorsque vous avez 14 millions de Marocains et de Marocaines sur le net, qu'est-ce que vous voulez contrôler, censurer? Par exemple, parce que vous avez aujourd'hui 65% de Marocains dans les villes. Donc c'est toutes ces transformations qui préparent, qui accompagnent aussi les réformes juridiques, les réformes légales, constitutionnelles. La société marocaine est dans un bouleversement extraordinaire. Le taux, par exemple, des familles monoparentales, le nombre de ménages où la femme, le chef de famille est une ouvrière, etc. etc. On va essayer de prendre une dernière question parce que je crois qu'il faut qu'on libère absolument. Il faut que je parle. Voilà, il va absolument partir. Bonjour, Walid Alain, je suis deuxième année. Je suis en France pour deuxième année. Je voulais poser. Vous avez évoqué tous les axes des droits de l'homme et vous n'avez pas évoqué le droit à la santé. Le droit à la santé au Maroc, il est négligé et on le voit souvent dernièrement avec les étudiants de médecine.
Et voilà, c'est-à-dire que la santé au Maroc est négligée et elle n'est pas mise en avant, c'est-à-dire dans le débat public. On préfère mettre d'autres choses que évoquer le droit à la santé. Et je voudrais revenir aussi, monsieur, à la grâce royale. C'est-à-dire vous avez évoqué aussi la grâce royale du roi ces 2 dernières grâces, mais je voudrais revenir à la grâce du pédophile d'Okhénèten. Cette grâce, je suppose que le roi n'a pas voulu gracier ce pédophile. C'est son bureau, ou bien ça dépendait. Voilà. C'est-à-dire que la liste, que ces listes de prévenus qui seront innocents se font par de l'argent. Voilà, je ne pense pas que ce genre de... Oui, sur la santé, on n'a pas fait un rapport sur le droit à la santé, cher monsieur de Maïwan. On a fait au moins 2 petits rapports qui ont eu un peu d'effet. L'un sur les hôpitaux psychiatriques. Et sérieusement, après la publication de ce rapport, le ministre de la Santé a pris en considération nos recommandations. Et l'autre rapport, qui aussi a fait beaucoup de bruit, sur la médecine légale. Vous savez combien il y a encore, là aussi, c'est un sujet très important. Sur la question de la réforme de la procédure de la grâce, il faut absolument la faire. Je suis d'accord avec vous. Le Conseil national de droits de l'homme a fait un petit mémorandum sur la réforme de la procédure de la grâce. Et c'est clair qu'à partir de cet incident qui aurait pu être, qui a été rattrapé en partie, c'est une grève criminelle. Et ben, heureusement que, disons, de certaine manière, a eu lieu, ça nous a permis. Mais la réforme de la procédure de la grâce est nécessaire. Je suis d'accord avec vous. Ah, est-ce que c'est pas la loi, est-ce que c'est pas le changement de la commission au ministère de la Justice qui travaille là-dessus? On peut discuter, mais nous on a fait un mémorandum là-dessus. Et sur le droit à la santé? Le droit à la santé, les hôpitaux psychiatriques, c'est de la santé. Hein, non, mais mais la santé, non, mais vous savez, si vous voulez, en tout cas notre philosophie, hein, mais peut-être qu'on se trompe, c'est pas de prendre des thématiques aussi générales, c'est de prendre dans chacun de ces domaines la question d'une question et travailler, faire un rapport là-dessus. Et sérieusement, par exemple, lorsque là on va publier 3 études sur les personnes en situation de handicap, et une des questions essentielles, par exemple, pour les personnes en situation de handicap, c'est la question de la santé. Donc on est en train de la traiter par disons, branche, pour aller vite. Merci Driss. Merci à vous,